Bonjour et bienvenue et merci d'être là. Merci d'abord pour vos très beaux films à toutes et à tous. On va peut-être juste démarrer avec une petite présentation, si vous pouviez tous un par un vous présenter et dire le nom de vos films, en commençant par Hugo, Simon, par exemple. Bonjour, je m'appelle Hugo et mon film s'intitule Tillene, le débile et le génie. Hi, my name is Nafise Mouchachae, and my film is I Try to Shout with Them, and yeah, that's it. Bonjour, je m'appelle Nafise Mouchachae. Mon film s'appelle I Try to Shout with Them. J'ai essayé de crier avec eux en français. Bonjour, Joséphine Joannet. Mon film s'appelle Palermo Solenero. Bonjour, moi c'est Anouk Mopu et mon film s'appelle C'est nous. Merci. Et je suis accompagnée pour cette discussion de Agathe Bachelier et Clara Mirabel qui ont participé à la sélection des films donc de Première Fenêtre, une aide précieuse et très généreuse. On va parler des films un peu un par un et commencer donc avec le film de Nafissé, I Try to Shout with Them. Peut-être commencer par une question un peu généraliste, si tu peux nous parler un peu du point de départ de ton film, comment le film est venu, s'il a été très écrit, s'il est né à partir de cette manifestation que tu filmes et de cette matière, ou s'il était pensé au préalable. Actually, this film was just created accidentally because I just heard about this protest and actually I'm mostly photographer. I don't dare to call myself a filmmaker, and so that day I was there just for taking documentary photographs, and that was all. At the first I didn't have any idea about where it goes. En réalité, ce film est né par accident. J'avais simplement entendu parler de ces manifestations et je me considère avant tout comme une photographe. Je ne pense pas vraiment que je sois une réalisatrice. Donc j'étais simplement venue prendre des photos de cette manifestation. Je n'avais pas vraiment encore d'idée de là où ça me mènerait. And okay, shall I explain all? And then when I was then reviewing these photos, actually, okay, the beginning point was somewhere else. Actually, a few days before this protest, I was watching a guy and a protester, that Gilets jaunes. And from my window, that the police was checking his documents, and finally they arrested him. So I took some photo from him, and then I was feeling I should do something with these photos, but I didn't know I was feeling that one piece of puzzle is missing. Oui, en réalité, le point de départ remonte encore quelques jours avant les manifestations. J'avais vu par ma fenêtre un manifestant des Gilets jaunes qui se faisait contrôler par la police. Et la police avait fini par l'arrêter. J'avais pris des photos. Puis en revoyant ces images, j'ai pensé qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais j'avais le sentiment qu'il manquait encore une pièce du puzzle. And after also, the second thing is that made me unconsciously to start working with these images was some protests that happened last year in Iran, and it was for that these manifestation erupted in Iran because of that government unexpectedly decided to increase the price of the petrol. So. Et un deuxième élément, peut-être inconsciemment, qui m'a conduit à travailler à partir de ces images, c'est les manifestations qui ont eu lieu l'an dernier en Iran. Ces manifestations faisaient suite à l'augmentation brutale du prix de l'essence par le gouvernement. So again, many people are arrested as what's happening in all the manifestations in Iran. So. Are arrested or killed anyway, and so those two things forced me to
do something with these images, and by reviewing images one after the other, actually the story got formed in my brain. So it was kind of telling a story, and I prefer to call this actually the short film that I've made kind of speaking out loud. It was a dialogue between how to say yeah, I don't know how to say. Et pendant ces manifestations en Iran, beaucoup de gens ont été arrêtés, comme très souvent dans les manifestations en Iran, comme toujours. Beaucoup de gens sont morts. Quoi qu'il en soit, en voyant ces images les unes à la suite des autres, c'est comme ça que cette histoire s'est formée dans ma tête. Et la façon dont j'envisage ce court-métrage que j'ai réalisé, c'est vraiment pour moi une façon, même si j'ai du mal à dire exactement comment je pourrais décrire ce film, mais une façon juste de parler à voix haute. Une façon un peu de renouer aussi avec quelque chose, ou de soin aussi pour toi, et cet éloignement sûrement que tu racontes à travers un truc très concret, et à être à cet endroit-là, à Strasbourg, à cette manifestation, tu parles quand même d'un ailleurs auquel tu peux pas accéder ou que tu as vécu avant. Et moi je trouve que le film laisse un sentiment comme ça, de cri, oui, mais de film pour du soin aussi et pour soi. Honestly, in the beginning, the intention wasn't like show this video to anyone, but just for me, it was kind of catharsis. It was like I was trying to understand and indulge the things that had happened before in my life, and also my actual life. And I was trying to understand and to what's going on, what I'm doing, and it was a kind of research in my own head, and oui, à vrai dire, au départ, je n'avais pas du tout l'intention de montrer cette vidéo à qui que ce soit. Donc, c'était plus une forme de catharsis. C'était plus une façon pour moi de faire une recherche sur moi-même, d'essayer de comprendre ce qu'il en était de ma vie auparavant et de ma vie à ce moment-là. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup à finalement l'envoyer à des festivals, à le montrer? Because honestly, for me, I didn't know it is a good work or not. I was just showed very simply to a friend, then to a very dear teacher, and the reaction was really surprising. I don't know why. At the same time, I think again it's because the subject of this video was quite exotic, which it wasn't at all my intention to make something exotic for people out of Iran, especially in Europe. But it was just encouragement of people, and I just let it go. Oui, à vrai dire, au départ, je n'avais aucune idée de si c'était un film intéressant ou pas. Je l'ai montré un petit peu par accident à une amie, puis à une professeure, et elles ont une réaction à laquelle je ne m'attendais pas. Très honnêtement, j'ai le sentiment que ça a à voir avec la dimension presque exotique du film, même si ça n'a jamais été mon intention de faire quelque chose d'exotique pour des spectateurs ailleurs qu'en Iran. Ouais, en même temps, c'est marrant, c'est très exotique, et en même temps, il y a un ancrage très fort aussi sur des choses qu'on connaît très bien. Et puisque tu es en France et que tu filmes une manifestation française et que tu poses aussi des questions qu'on se pose nous ici. Et enfin, on est à la fois vraiment dans un ailleurs, quoi, et en même temps au plus proche, je trouve. Merci. On va peut-être parler du film un peu de Hugo. Peut-être que vous avez une autre question, les filles, avant. Moi, j'ai juste une question aussi, pour reprendre une phrase que tu dis à un moment: je suis confuse, je ne sais toujours pas grand-chose de ce pays. Et je me posais la question du coup de ton rap, si pour toi de filmer cette lutte et cette manifestation, je ne sais pas si tu en as refilmé par la suite, mais c'était aussi une manière de découvrir ce territoire. I'm just sorry, I just got lost in my head for 2 seconds. I didn't hear. Would you repeat it? Yes. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Si en fait de filmer cette lutte et cette manifestation, c'était aussi une manière pour toi de découvrir ce territoire, en fait, si tu avais l'habitude de découvrir un territoire à travers la lutte et en prenant des photos du coup.
I'm not sure. Yeah. In the movie, you talk about your confusion and you say, I don't really know this country so well. So the question would be, by filming, was that your own way of discovering the country through its struggles, through these protests, and through the act of photographing it? Yes, actually. In first place, I considered this film as some work really personal, and it was just a way for me to understand more, and it was like by having to travel between the space in my head, in the private space, and what I'm observing, to just simply, it was because at the end I didn't manage to have a conclusion. It wasn't my intention. Just yes, it was like comparing two things, two environments which are different, questioning and observing, and two paradox, and trying to see two paradoxical environments at the same time. Oui, dans un sens, même si je parle d'un point de vue très personnel, d'une situation dans ma propre tête, et c'était tout un voyage entre ce qui se passait à l'intérieur de moi et ce que j'observais. Même si à la fin, j'arrive pas vraiment à de conclusion sur ce que je vois, ça a été tout un travail d'observation et de comparaison entre des situations. Merci beaucoup. Du coup, Hugo, on va parler un peu de ton film. Pareil, un peu une question de départ, elle fait sens toujours, mais justement, comment t'en arrives à ce film? Quelle rencontre? Est-ce que c'est d'abord la fascination pour l'artiste, ou est-ce que c'est la fascination pour le fasciné? Ça me questionne beaucoup. Comment t'en es arrivé là, et comment t'as un peu écrit avec ces doubles personnages, ce double portrait? En fait, j'ai vécu 3 mois à Dakar en 2012. J'ai été là-bas pour un projet J'ai fait d'autres études avant qui n'avaient rien à voir avec le cinéma. Et je me suis retrouvé, je sais pas trop comment, j'ai eu l'idée avec un ami de faire un reportage sur le rap au Sénégal, le rap et l'engagement politique, quoi. Et en fait, c'était une période hyper importante de ma vie, je pense, parce que quand je me suis retrouvé à Dakar, donc j'ai commencé à filmer. J'étais pas particulièrement cinéphile, j'avais jamais filmé de ma vie, et en fait j'ai compris que c'était ce qui me plaisait et que j'avais envie de faire ça plus tard, quoi. Et en fait, ce film n'a jamais vu le jour. Je le traîne comme un boulet depuis 8 ans, 9 ans maintenant. Et je sais pas s'il verra le jour un jour, mais en tout cas, ce séjour m'a au moins permis de me rendre compte que j'avais envie de faire du cinéma, quoi. Et donc je me sentais un peu, je sais pas, redevable, quoi, vis-à-vis de cette ville où j'ai compris des choses sur moi un peu, quoi. Enfin, et notamment j'ai rencontré Maud Boy, donc le fasciné, pendant ce séjour-là. Et je suis retourné à Dakar 4 ans plus tard, où donc j'ai revu mon ami Maud Boy, qui m'a parlé de sa fascination pour Pape Diop. Ça faisait 1 an qu'il le suivait à ce moment-là. Et en fait, on buvait un café, il m'en a parlé, et après on s'est baladé dans son quartier de la Médina, et on est tombé sur lui, et j'ai eu comme je sais pas, une sorte d'électrochoc, quoi. Enfin, c'est très perturbant de rencontrer ce bonhomme, quoi, qui est très fascinant, très libre, comme ça, enfin voilà. Et par ailleurs, j'ai été très touché par le souci qu'a Maud Boy de préserver l'œuvre de Pape Diop, quoi. Et tout ça avec... parce qu'il, je sais pas, je pense qu'au fond, il est assez angoissé qu'il disparaisse dans l'oubli, que personne ne connaisse ce mec. Et en fait, ça m'a fait un peu penser à mes propres angoisses, à moi, qui m'ont poussé à faire des films, en fait, quoi. Enfin, ouais. Et donc, la manière avec laquelle il collectionne ses œuvres, il le suit et il le filme, parce que j'ai découvert après qu'il le filmait avec une petite GoPro comme ça. Bah, ça m'a fait penser, voilà, à ce que j'aime faire avec le cinéma et les images, quoi. Et donc c'est parti de là, et je lui ai dit que je reviendrais faire ce film avec lui. Et donc j'y suis retourné 2 ans après, 3 ans après, je sais plus, je me perds un peu dans les dates.
Ok. Et justement, il y a une part de collaboration avec lui parce qu'il y a aussi de ses images, tu le filmé, mais tu utilises aussi les siennes. Est-ce que vous avez écrit un peu à plusieurs? Est-ce que c'est un travail collectif pour toi aussi? Je pense que tout film est un peu collectif, hein, bon. Mais en tout cas celui-là, c'est un film fait entre amis, quoi. Je pense que c'est très important. En fait, on est parti avec une amie chef opératrice et on a vécu chez Modeboy pendant 2 semaines. Et on a fait que tourner, quoi. On faisait que tourner. Le soir, on regardait les rushs avec lui. Moi, j'avais un peu écrit des scènes ou des situations que je voulais filmer avant, à partir de ce que lui m'avait raconté, de ce que j'avais vécu avec lui auparavant à Dakar. Et en fait, tous les jours, on inventait des choses ensemble, quoi. Je suis revenu avec beaucoup de rushs, beaucoup trop pour ce film. Mais c'était un travail un peu collectif, ouais, je pense qu'on peut dire ça. Trop bien. Et justement, je sais pas, ce que j'aime beaucoup moi dans le film, c'est que le portrait se déplace aussi, c'est qu'on nous amène vers Pape Diop et en même temps c'est le portrait de ton ami qui s'impose aussi d'une certaine façon. Je trouve que c'est une belle manière de lui rendre ça du coup et de votre vie d'avant. Et justement, je me demandais un peu comment ça, toi tu l'as senti, peut-être c'est une écriture plus tard, si tu dis que tu as ramené beaucoup de choses, beaucoup de rush, comment tu as écrit justement, comment tu as pu agencer un peu ce double portrait et quelle valeur tu peux donner à, je sais pas, certains plans, je me rappelle de plans de lui face à la mer, des choses qui sont très personnelles comme ça et qui sont éloignées en fait, il y a toujours une espèce d'aller-retour entre sa vie à lui et son rapport à Pape Diop et voilà, comment tu as un peu agencé tout ça? En fait, quand j'étais là-bas, j'étais donc pour le tournage pendant ces 2 semaines. Je sais pas, j'étais un peu pris d'une gourmandise, quoi. J'avais envie de filmer plein de trucs parce que j'aime beaucoup cette ville, j'aime beaucoup Modeboy et je sais pas, on était bien ensemble et du coup on tournait beaucoup, y compris des choses qui sont pas dans le film évidemment. Et donc ça a demandé un long travail de montage en fait. Parce que j'ai tourné ce film il y a 2 ans et demi et le montage a pris 1 an et demi à se faire, mais comment dire, au total je pense qu'il y a 2 mois de travail de montage dessus, mais c'est parce que je fais des études et tout et que j'avais pas forcément le temps, quoi. Mais en tout cas le temps de montage a été long, ouais. Et le récit s'est vraiment structuré au montage, même si dès le départ il y avait cette idée que Modeboy ce sera un double portrait à la fois de Modeboy en tant que passeur et voilà, gardien de la mémoire de Pape Diop et évidemment de Pape Diop. Les filles, vous avez des questions supplémentaires pour Hugo? Moi, je me posais la question de choix d'être passé par les yeux du coup d'un autre personnage et de pas passer. Est-ce que c'était une manière de donner plus de poids justement au regard que porte ton Modeboy sur le personnage de Pape Diop? Il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que je me serais pas senti à l'aise de faire un film moi-même sur Pape Diop parce que je suis pas sénégalais, je vis pas à Dakar et que là je passais par un ami, quoi, et du coup je m'autorisais à le filmer parce que j'étais avec lui, quoi. Et d'ailleurs à chaque fois qu'on le filme il est toujours là et je filmais rien sans son accord quelque part, quoi, parce que c'est pas mon territoire, c'est pas, voilà. Et la deuxième chose, c'est que c'est précisément ce qui m'intéressait dans ce film, en fait, c'était de raconter l'histoire du passeur, de ce que j'ai dit sur le fait de filmer, en fait, et de sauver la mémoire de quelqu'un, quoi. Merci, ça nous fait une transition assez parfaite, je trouve, pour aller vers le film d'Anouk et les intermédiaires et faire un film par le regard des autres sur un territoire ou un endroit, donc sur CNews. Est-ce que, avant tout, tu peux nous parler de ce titre? Je ne comprends pas. Oui. Alors, en fait, ça veut dire littéralement ça va, de manière salut, ça va, c'est la manière dont on se dit bonjour amicalement. Donc, en fait, c'est une question qui amène toujours une réponse. Et c'est quelque chose qu'elles disent dans la plupart de leurs vidéos. En fait, au départ, elles s'adressent à moi, puis maintenant, elles s'adressent du coup aux spectateurs et aux spectatrices. Et je trouvais ça assez joli de le garder comme nom, comme accroche, quoi. C'est salut, ça va, quoi. C'est trop beau. Le mystère est beau aussi, de ne pas le savoir, c'est super. Et justement, est-ce que, pareil, tu peux nous parler un peu de cette rencontre avec cette fille, avec ces filles, et ton lien avec cet endroit, et si ces images-là sont des images pour lesquelles tu as été présente, parce que c'est quelque chose qu'on ignore totalement, est-ce que c'est un film complètement fait à distance, ou est-ce que tu étais sur place, et nous parler un peu justement de ce travail à distance ou non? Oui, alors donc ça fait 5 ans que je travaille, que je me rends régulièrement en Mongolie pour faire du travail de terrain, de recherche en photographie,
Initialement, en fait, ce qui m'intéresse, c'est toujours la question du regard sur l'ailleurs, sur comment on parle d'une culture qui n'est pas la nôtre, quelle est la place d'un regard occidental, cette opposition Occident-Orient. Et donc, en fait, j'étais arrivée un peu par hasard en Mongolie il y a 5 années et j'ai décidé d'y rester pour en faire ce territoire de recherche autour de ces questions-là. Et en fait, initialement, donc, je devais y retourner le printemps dernier pour faire un projet photo avec des adolescents et croiser nos regards photographiques. La pandémie est arrivée, donc j'ai pas pu partir. Et du coup, en fait, le projet s'est transformé en film avec du coup ces 4 adolescentes qui vivent dans un village que je connais bien, mais que j'ai jamais rencontré parce qu'en fait le groupe initial d'adolescents, c'était compliqué de mettre en place un protocole de film. Du coup, voilà, c'est d'autres personnes qui ont pris leur place. Et du coup, moi, j'ai pas été présente. Donc en fait, on a mis en place un échange vidéo pendant plusieurs mois via Facebook. Où en fait moi je leur ai envoyé aussi des vidéos de moi où pour qu'elles aient pas en face seulement un écran avec juste des mots et qu'elles voient en fait aussi un peu comment moi je peux m'impliquer et comment moi j'étais pas non plus à l'aise face à une caméra, etc. Et en fait du coup on a pu évoluer ensemble, même si ces images de moi ne sont pas au final dans le film parce que j'estime que c'est pas du tout le propos du film. Et du coup, il y a eu toute une phase en fait d'apprendre à filmer, vraiment de transmission, parce qu'il y en a qui sont très jeunes. Alors elles ont tous des smartphones, elles savent tous très bien filmer, elles ont tous les réseaux sociaux, elles ont l'habitude d'être confrontées à leur propre image. Mais c'était apprendre à faire du son quand on est dehors et qu'il y a du vent, comment on ne trompe pas le cadre pendant qu'on filme pour pas changer de format, et toutes ces questions-là. Et plus petit à petit, elles ont pris de l'autonomie. Donc moi, je leur donnais un peu des thématiques. Je les ai pas tellement dirigées. Je leur disais tu peux filmer le chemin de chez toi à l'école, moi t'aimes de faire la danse, bah tiens tu pourrais faire une vidéo sur la danse. Et puis en fait ça s'est développé un petit peu comme ça, donc elles ont appris en fait à devenir de plus en plus autonomes face à leur caméra. Okay. Donc une recherche d'autonomie, et en même temps j'imagine que toi tu recevais les choses au fur et à mesure qu'elles t'envoyaient. Est-ce qu'il y a aussi une forme de direction plus précise aussi au fur et à mesure du tournage et de ce qu'elles t'envoyaient? Parce que c'est vrai que des fois je trouve qu'on sent des structures comme ça, le montage est très fort quoi, et qu'il y a même des fois des glissements de motifs très beaux, on se demande si c'est pas à penser au préalable et des demandes vraiment précises quoi, pour pouvoir agencer ces plans les uns avec les autres et construire cette histoire. Alors pas du tout. Pour le coup, c'était vraiment moi j'avais besoin et envie en fait de leur laisser une grande part à ce qu'elles voulaient montrer de leur culture, de leur pays, de leur quotidien, de leur environnement. Et donc moi j'avais des idées en fonction de ce qu'elle me montrait, je rebondissais. Je leur disais par exemple quand elle filme sa maison, je lui disais mais en fait il y a la fête nationale dans 2 jours, peut-être que tu pourrais nous en parler, nous faire des vidéos, nous montrer les costumes traditionnels, etc. Donc c'était des fois un peu des impulsions. Et mais il y a eu beaucoup de choses en fait qui ont été faites vraiment de manière assez spontanée en fait et très autonome de leur part. Donc moi après j'ai travaillé sur le montage en gardant une grille un peu par fille, de la plus jeune à la plus âgée, mais au final elles ont développé des choses assez incroyables par elles-mêmes en fait. Et comme tu disais, j'imagine qu'il y a aussi une espèce d'intelligence du rapport comme ça au smartphone et au fait de s'auto-filmer, de l'autofiction quand même qui est très présente dans la vie de tout le monde aujourd'hui et qui se sent beaucoup je trouve dans le film, même si on sent qu'il y a aussi de l'écriture et on a envie de savoir pourquoi et à quel endroit exactement. Et est-ce que du coup la tranche d'âge, filmer l'adolescence c'est quand même assez, moi ça me fascine, mais je veux dire ils ont tellement de choses à nous offrir, on se projette tous de toute manière, on passe tous par là. Et je me demandais du coup si tu avais choisi aussi la tranche d'âge pour ce film-là. Là la tranche d'âge elle est assez large puisque ça va de 13 à 18 ans, donc c'est vraiment ce que je trouvais intéressant, c'est que ça s'est fait aussi assez naturellement sur le groupe qui s'est constitué et du coup ça nous montre un peu des passages de l'adolescence hyper différents entre à 13 ans dans un rapport beaucoup plus préadolescence à celle qui a 18 ans qui finit ses études et qui se dit là faut que je parte à l'étranger continuer, et du coup c'est des questions qui nous renvoient aussi moi à ma propre adolescence quand j'ai dû partir à l'étranger faire mes études, etc. Du coup je trouvais ça vraiment intéressant au final que cette amplitude d'âge se recoupe. Mais à la base, je m'étais pas dit je ciblais l'adolescence, plutôt 15-18 ans. Puis en fait, les 2 plus jeunes sont arrivés, je me suis dit mais c'est super, parce qu'en fait, ça apporte aussi une légèreté hyper belle, quoi. Mais oui, mais en même temps, c'est vrai que je trouve qu'à travers le film, il y a une espèce de question comme ça
de comment filmer la jeune fille en particulier, parce que c'est quand même que des femmes aussi, des jeunes femmes qui se posent et qui riguent vraiment le film, quoi. Et je me disais que c'était vraiment hyper intéressant de choisir justement de leur laisser les caméras en main, et que c'est des choses qu'on a vu. Je sais pas si tu as vu le film Selfie, voilà, des choses comme ça qui un autre procédé, en fait finalement ressemble beaucoup, mais qui est un procédé complètement différent parce que le cinéaste était présent avec ses protagonistes. Mais justement, oui, c'est cette, comme tu posais à Agathe, cette question, filmer la jeune fille plutôt que l'adolescence. Moi, c'était vraiment la jeune fille, quoi, t'avais quand même porté ou avait fait sens au bout d'un moment dans ton écriture. Oui, bah en fait déjà ça me touche parce que étant femme, enfin je trouve ça vraiment intéressant, d'autant plus de parler aussi de la place de la femme dans la société mongole. Enfin par leur jeunesse et ce qu'elles nous montrent, elles nous racontent aussi plein de choses en fait, de portraits en creux de la société dans laquelle elles vivent. Et du coup je trouvais ça intéressant de creuser. Moi je me sentais plus à l'aise. Je pense qu'elles aussi en fait elles se sont senties plus à l'aise du fait que en face d'elles, elles avaient aussi une femme. Je pense que les rapports auraient été vraiment différents si ça avait été des garçons. Donc voilà, du coup pour moi c'était assez intuitif et assez naturel en fait de faire ce film ensemble. Ouais. Et même si tu nous expliquais que tu avais un rapport assez serré avec la Mongolie, est-ce que tu t'attendais justement à ces discours-là? Parce que moi j'avoue, quand je découvre le film, on commence dans un endroit qui est très 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 loin de moi, que j'imagine pas du tout, et en même temps se révèle au fur et à mesure une proximité immense, en fait, des questionnements hyper proches. Voilà, on est dans la mondialisation absolue et en fait on a tous les mêmes problématiques, et je me demandais si toi, comment tu t'étais déplacée par rapport à ce qu'elle te racontait, comment tu avais aussi imaginé la place des spectateurs, si tu l'as pensé pour les spectateurs et à quel endroit, à quel moment, et si tu t'attendais un peu à ce discours-là et à ces révélations en fait. Alors moi ces révélations, enfin entre grands guillemets, je les ai déjà eues en y allant plusieurs fois, et en fait je suis assez énervée souvent quand je vois en Occident l'image qu'on a de ce pays, qui est encore une image très exotique, où on imagine des nomades dans les steppes, loin de tout, etc. Et moi ça, je trouve ça vraiment difficile en fait à faire passer aujourd'hui. Puis je me suis dit en fait je trouve ça beaucoup plus intéressant de montrer les retranchements de la mondialisation, justement au milieu de cette Mongolie qu'ici on n'imagine pas du tout aussi proche de l'Europe, même s'il y a des grandes barrières et des grands changements. Mais du coup, c'était pour moi l'intérêt, c'était aussi de montrer cette réalité-là en disant en fait de casser cette image vraiment exotique, et de rappeler que en fait ces périodes d'adolescence elles sont avec des questionnements qui se retranchent en fait ici aussi. Donc ça c'était... Ok, merci beaucoup. C'est encore une transition assez belle, je trouve, pour arriver enfin au dernier film de Joséphine, donc Palermo Soler-Nero. Peut-être pour les questions des révélations en creux et des histoires qui se révèlent au fur et à mesure. Pareil, alors là on arrive sur un travail qui est très lié à la fiction, et du coup moi j'avoue que j'ai beaucoup de questions sur l'écriture de ce film, comment ça s'est fait. J'ai l'impression qu'on est toujours sur un fil, à la fois on sent que c'est très très écrit, qu'on est complètement dans une fiction. C'est le film le plus fictionnalisé, je pense, de notre sélection de Première Fenêtre. Et en même temps, on dirait que tu laisses place à des impulsions documentaires en permanence, comme ça, et savoir un peu quel est ton rapport au documentaire et à l'écriture de ce film, comment ça s'est fait, tout ça. Alors, du coup, j'avais déjà fait un premier film documentaire à Palerme, en 2018, dans le cadre de l'école. Du coup, là, c'était vraiment purement documentaire, mais il y avait déjà un personnage de chien qu'on avait fait parler au montage. Du coup, c'était un premier truc un peu magique qu'on aimait bien et qui nous a beaucoup aidé en fait pour nous promener dans Palerme, tout ça. Et en fait, j'aime bien dans le documentaire quand il y a justement des trucs un peu magiques, un peu irréalistes, et je trouve que parfois ça raconte des choses plus vraies sur les personnages que les filmer dans leur quotidien ou quoi. Enfin voilà. Et du coup, j'étais, depuis ce film, je suis revenue beaucoup de fois à Palerme. J'ai rencontré ces personnages, et donc Denis et Ibra qui sont dans le film. Et Ibra, il est comédien. Et en fait, je sentais qu'au début, moi, je voulais faire quelque chose de vraiment plus proche d'eux, enfin, plus justement parler de leur quotidien et tout ça. Et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément hyper à l'aise avec ça. Et que quand je leur disais, bon, on va faire un film et tout, ils avaient envie de faire des trucs de super-héros, quoi. Donc c'est eux, en fait, qui ont amené cette idée de... Enfin, moi, ça m'a carrément parlé, mais je veux dire, ça venait d'eux aussi, quoi.
Donc voilà. Et alors sur l'écriture du film, donc je suis allée en repérage en février l'année dernière. Je suis rentrée en France, il y a eu le confinement. Et du coup, je me suis retrouvée avec 2 mois pour écrire le film, tout en me disant il faut pas trop que j'écrive. Enfin, il faut laisser de la place à ce qui va arriver sur place. Du coup, il y a eu une trame quand même, une sorte de, c'était pas vraiment un scénario, mais plutôt des idées. J'avais envie de travailler autour de cette question du miracle, parce que je me suis dit bon, les super-héros en Italie, c'est les saints. Et puis il y avait cette idée de filmer l'été, on voulait filmer l'été, d'inclure les fêtes religieuses, donc Sainte Rosalie et tout ça. Et voilà, du coup ça se connectait comme ça. Mais finalement sur le tournage, c'était assez libre. Je leur ai jamais demandé de dire des choses, c'était plutôt je leur proposais, comme tu disais à nous, que je leur proposais des sujets. Est-ce que ça vous dit, on pouvait raconter l'histoire de Sainte Rosalie, mais ils le faisaient avec leurs mots, donc forcément... Voilà quoi. Après, j'ai guidé des choses, on a tourné beaucoup, on a beaucoup recoupé au montage, et l'écriture, la vraie écriture, elle s'est surtout fait au montage, quoi, pour retrouver le fil narratif. C'est assez bluffant parce que je trouve qu'on dirait que c'est très écrit, enfin on dirait même que certaines scènes dialoguées, je trouve, sont très très écrites, et justement. Ouais. Mais c'est marrant que tu parles de miracle parce que justement dans une espèce d'idée un peu de miracle documentaire aussi, il y a des moments, je sais pas si tu veux tout nous révéler, mais par exemple cette petite dame devant le stade quand il arrive et on a l'impression que vous l'avez trouvée là, quoi, et qu'elle s'est prêtée au jeu, et en fait c'est tout le temps, j'ai l'impression d'être tout le temps embarquée comme ça, je sais jamais quoi, si à quel endroit on se trouve, et tu le révèles un peu avec ce que tu viens de dire, mais il y a des rencontres qui étaient vraiment spontanées. La petite dame, on lui avait demandé d'être là. Voilà, je révèle le secret. Mais par exemple, le garçon avec un t-shirt vert qui s'appelle Patrick, qui lui raconte qu'il a fait un rêve, etc. Lui, on l'a vraiment trouvé le jour même. Et voilà. Et on lui a demandé, tu veux... voilà, on lui explique en 2 secondes de quoi parle la scène. Il rentre dans le jeu et on fait la scène comme ça, quoi. En revanche, la petite dame, on lui avait donné rendez-vous. Mais après, ça a été une rencontre avec Denis, avec donc, le personnage du film. Et je lui ai pas trop donné d'indications. Je lui ai juste dit, voilà, si tu peux raconter l'histoire des saints. Enfin, voilà, j'essaie de mettre ma touche pour qu'il y ait quand même un lien entre les scènes. Et après, c'est de l'impro, quoi. Enfin, c'est entre eux, voilà, ce qui s'est passé sur le moment. Trop beau. Et à quel point est-ce que tu connaissais leur histoire avant ? Parce que je trouve que, pour revenir un peu à ce qu'on disait en tout début de discussion, mais de cette espèce de révélation en creux, on sent que derrière une histoire pas très légère, mais qui est liée à des saints, qui est très aérienne quand même, mais il y a quelque chose de plus dur qui se révèle, de plus terre à terre, qui est entre les lignes, quoi. On n'est pas sûr de saisir tout ce qu'on saisit, mais avec les oiseaux, à la fin, on sent bien que c'est là, et de savoir un peu voilà, qu'est-ce qu'ils t'ont partagé d'eux, comment toi t'as réussi à l'intégrer, l'incruster dans le film, si c'était dit, si c'était non dit, si c'était volontaire ou pas. Alors oui, on en a parlé évidemment. Après, c'était quelque chose que je voulais pas forcément intégrer dans le film. En fait, moi, j'avais plutôt envie, même si de par leur situation, le fait qu'ils habitent à Palerme et qu'ils viennent pas de là, on se pose forcément la question de d'où ils viennent et quelle est leur histoire. Mais je voulais pas m'apesantir sur des questions de papier, etc. Et en fait, c'est venu d'eux. Ils en ont reparlé dans le film, et moi, j'étais plutôt à dire je préfère qu'on n'en parle pas, c'est pas trop le sujet. Et en fait, ça fait partie de leur quotidien, donc ils en ont parlé. Mais de manière assez ténue, c'est vrai. Après, ils ont des histoires différentes, ils sont pas du tout dans la même situation tous les deux. Voilà, il y en a un qui a des papiers, l'autre pas. Donc il y en a un qui peut bouger, il y en a Ibra, pour le coup, il est vraiment coincé à Palerme pour le moment. Voilà, après, c'est des choses qui sont un peu en dehors du film, même si c'est en sous-texte, comme tu dis. Oui, ça fait. En fait, ce qui m'intéressait plus, c'était le fait d'être dans un lieu sans savoir combien de temps ils vont pouvoir y rester, d'avoir cette incertitude, et de voir qu'en même temps, on a l'impression qu'à Palerme, la vie, elle est assez douce, et c'est vrai, parce qu'il fait beau, la vie est pas chère, et c'est très sympa, mais en même temps, il n'y a pas de travail, en même temps, Ibra, il n'a pas de papier. Enfin, il y a des choses compliquées derrière, quoi, mais l'évoquer de manière un peu détournée. Voilà. Merci beaucoup. Bon, c'est un peu triste, on a déjà plus de temps, il est l'heure, mais on espère que vos films circuleront beaucoup après, que vous aurez plein de temps pour en parler avec plein de gens, et j'espère en réel, très vite. Merci beaucoup, et à très bientôt, et on a hâte de voir la suite de vos projets. C'est des premières fenêtres, on espère que des grandes fenêtres s'ouvriront par la suite et qu'on pourra montrer vos films prochains ici. Merci.